Et donc, M. Antoine Rousseau est chercheur. Des instituts de l'INRIA, il y en a 8 en France, dans 8 grandes villes. Donc, il y en a un ici à Grenoble, à Montbonneau, Saint-Martin. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et donc, vous allez avoir un exposé sur les mathématiques et les courants marins. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction. Alors l'INRIA, c'est un institut de recherche, effectivement, et il y a encore 3 ans, ça voulait effectivement dire Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Et aujourd'hui, ça veut plus rien dire du tout, c'est juste une marque, comme EDF ou comme IFP ou je sais pas quoi. Mais en gros, vous devez retenir que l'INRIA, c'est comme le CNRS, c'est un institut de recherche dans lequel on fait plus particulièrement des mathématiques, c'est mon métier à moi, et de l'informatique. Voilà. Mais de l'informatique au sens recherche, pas de l'informatique de tous les jours comme on en fait tous sur nos ordinateurs, etc. C'est de la recherche en informatique. Donc moi, je suis venu vous présenter aujourd'hui un petit film. Donc c'est pour ça que je vous remercie énormément de vous être approchés des premiers rangs parce que ce sera plus agréable pour vous pour l'entendre. Un petit film qui va durer 5 minutes et qui va vous montrer comment on peut fabriquer soi-même une petite expérience qui permette de comprendre ce que c'est qu'un courant marin et comment c'est généré par des différences de masse des volumes d'eau. On fera une petite expérience ensemble aussi tout à l'heure. Et donc effectivement, l'INRIA est institué sur 8 centres en France et moi je travaille entre Grenoble et Montpellier en fait. Mon bureau est actuellement à Montpellier. Alors, je vais vous faire un exposé donc en 4 parties, mais qui ne sont pas forcément de la même taille. Je vais commencer par vous présenter ce que c'est que le métier de chercheur, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que c'est qu'un chercheur ou une chercheuse? Donc, je vais rapidement vous présenter l'Institut, l'INRIA, vous dire ce qu'on y fait, et puis vous expliquer ce qu'on fait dans mon équipe en particulier, qui s'appelle Moïse. Ensuite, donc, je vous projetterai ce petit film qu'on a préparé spécialement pour vous et qui s'appelle « Fabriquer son propre Gulfstream à partir de 2 bouteilles et de 2 pailles ». Et puis ensuite, je vous expliquerai comment nous, mathématiciens, on fabrique des modèles pour comprendre, reproduire et anticiper les phénomènes tels que les courants marins, le réchauffement climatique, etc. Et j'insiste sur ces 3 points qui sont comprendre, essayer de voir avec les physiciens ce qui se passe, essayer de qualifier les modèles, de dire voilà, là il y a de l'eau chaude donc qui est plus légère, qui va monter, ça va monter dans les tuyaux, etc. Traduire ça en termes mathématiques. Donc ensuite reproduire, ça veut dire on prend une expérience et on essaie de la reproduire avec nos modèles mathématiques, c'est vraiment pas facile à faire. Et ensuite, une fois qu'on est certain que notre modèle il est correct, essayer du coup d'anticiper, d'utiliser les modèles pour anticiper des choses qui pourraient se produire, comme par exemple le réchauffement de la planète. D'accord ? Donc les modèles mathématiques, voilà comment je vais les présenter. Et puis à la fin, excusez-moi, je vous donnerai quelques exemples d'applications encore dans l'océan, des modèles de couplage océan-atmosphère avec la simulation du cyclone Katrina, des choses autour de la pollution et de la dépollution, et puis des simulations d'avalanche, puisqu'on est à Grenoble. Alors, être chercheur à l'INRIA, c'est quoi? Est-ce que déjà, certains d'entre vous connaissaient l'INRIA avant de venir ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, mais c'est normal. Hein. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient le CNRS? Ok, une moitié, quoi. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'INRA, l'Institut National de Recherche en Agronomie? Ok. Alors, c'est pas parce qu'il y a juste un i d'écart, mais l'INRA et l'INRIA, ça n'a à peu près rien à voir. Hein. Enfin, on travaille ensemble de temps en temps, mais c'est vraiment très très différent. Bon, d'accord. Donc l'INRIA, vous voyez, c'est tout petit par rapport au CNRS et à l'INRA, ou à l'INSERM, mais on est vraiment focalisé uniquement sur les maths et sur l'informatique. Alors, quelques dates clés, c'est tout petit et c'est aussi très jeune. En fait, l'INRIA, il a à peu près l'âge de vos parents, quoi, ou de vos enseignants. Il est né à la fin des années 60. Et au départ, ça s'appelait l'IRIA, il n'y avait pas le N de national, puisque c'était un institut qui était localisé uniquement en région parisienne. Puis ensuite, c'est devenu l'INRIA. Alors, c'est devenu un EPST, ce qu'on appelle un EPST, c'est-à-dire un établissement public scientifique et technique, donc la même chose que le CNRS. Et depuis 2008, il y a eu 3 nouveaux centres qui ont été créés, ce qui fait qu'on est arrivé à 8 centres,
qui sont à peu près éparpillés partout en France. Donc il y a Lille, il y a 2 centres en région parisienne, il y a un centre à Nancy, un centre à Rennes, un centre à Grenoble-Montbonneau, un centre à Sophia Antipolis et un centre à Bordeaux. Et donc moi, je travaille à Montpellier, qui est une antenne du centre de Sophia Antipolis. Oui, une question. Alors, pour les questions, soit vous vous levez et vous parlez très fort, soit il y a un micro qui doit pouvoir circuler d'une façon ou d'une autre. Mais je vous invite effectivement à m'interrompre aussi souvent que possible pour poser des questions. Il y a déjà une question, j'arrive. Ouais. C'est où ce truc là? Ça, c'est une photo qui est... Non mais Sophia Antipolis. Sophia Antipolis. Ah, tu sais pas où est Sophia Antipolis, c'est normal. C'est juste à côté de Nice. Mais alors, si tu dis ce truc, moi, je peux pas savoir de quoi tu parles, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu sois précis dans ta question. Sophia Antipolis, c'est juste à côté de Nice, tu vois, sur la Côte d'Azur. C'est au-dessus d'Antibes, exactement. C'est une espèce de ville qui a été créée au début des années... fin des années 70, où il y a tout un tas de centres de recherche, INRIA, CNRS, il y a beaucoup de start-up qui ont été créées à cette époque. Et c'est une espèce de ville de nouvelles technologies, on va dire. La recherche à l'INRIA, donc vous voyez, il y a plus de 3000 scientifiques, à peu près 3500. Donc il y a un certain nombre de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de doctorants. Vous savez ce que c'est qu'un doctorant? Un doctorant, c'est quelqu'un qui a passé son bac, puis une licence, puis un master, et qui, à la fin de son master, donc après 5 ans d'études, s'engage dans ce qu'on appelle une thèse. Vous avez déjà entendu parler de ce que c'est qu'une thèse? Oui? Vous connaissez des gens qui ont fait des thèses? Ouais? Un doctorat, c'est ça, c'est une thèse en fait. Donc ces gens-là, ils font 8 ans d'études, après le baccalauréat, pour être docteurs en sciences. Alors il y a des docteurs en médecine, bien entendu, ils sont beaucoup plus connus, mais les docteurs en sciences, ils peuvent être docteurs en maths appliquées, en biologie, en chimie moléculaire, etc. D'accord? Donc les doctorants, ce sont des gens qui sont en cours de thèse et qui sont en général encadrés par des enseignants-chercheurs ou des chercheurs des différents instituts. Alors ensuite, on a des mots un peu barbares comme post-doctorant. Alors post-doctorant, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà leur thèse, mais qui n'ont pas encore de poste de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Donc ils sont juste après leur thèse. Bon, et puis il y a des ingénieurs qui travaillent chez nous. On a à peu près 170 équipes. Alors aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. Ça, c'est les chiffres qui datent de 2011. Aujourd'hui, il y en a à peu près 200. On est autour de 5300 publications scientifiques. Un peu moins de 300 brevets. Ça, c'est un élément assez important. On dépose beaucoup de brevets à l'INRIA. Et 111 logiciels qui sont déposés à l'Agence pour la protection des programmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des logiciels qui sont utilisés par des industriels pour fabriquer des avions, pour optimiser une dépollution chez Veolia ou des choses comme ça. Donc ces logiciels-là sont fabriqués par INRIA et ensuite ils sont vendus à des industriels. Yahoo, par exemple, a été au départ co-créé par quelqu'un d'INRIA, mais c'était il y a bien longtemps. Il y a une question? Levez pas la main si vous n'avez pas de questions. Mais non, mais allez-y alors, allez-y. Allez-y, posez votre question. L'INRIA, c'est une direction nationale qui est en région parisienne, et après, dans chaque centre, il y a un directeur local. C'est effectivement réparti sur tout le territoire. Alors, faire de la recherche, qu'est-ce que c'est? Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est que faire de la recherche? Est-ce que vous avez autour de vous des chercheurs? Oui? Oui? Alors, faire de la recherche, c'est choisir d'abord un sujet, un thème, d'accord? On se dit pas, tiens, on se lève pas le matin en disant, tiens, je vais chercher des choses là-dessus, d'accord? Donc c'est quelque chose d'assez important, puisqu'en général, quand on s'engage dans un sujet de recherche, c'est pour plusieurs mois, plusieurs années. D'accord? Donc on ne le choisit pas au hasard. C'est pas quelque chose qui est peu important. Ensuite, une fois qu'on a choisi ce sujet et qu'on se dit, tiens, voilà, moi j'ai envie de travailler sur les mathématiques appliquées à l'océanographie, ce qui est mon cas, eh bien on commence par s'informer sur ce qui est connu sur le sujet. Alors pour ça, on a tout un tas de journaux, comme les journaux que vous connaissez, mais qui sont des journaux à destination d'un public spécialisé. Et donc on lit beaucoup
des journaux qui sont écrits en anglais, en général. Et on s'informe sur ce que les gens connaissent et ont pu écrire sur les travaux de recherche en mathématiques pour l'océanographie, par exemple. À partir de ce qu'on a pu lire dans ces journaux, on peut établir de nouvelles théories. Donc là, c'est nous qui construisons, à partir de ce qu'on a vu ailleurs, des nouvelles théories. Et puis, une fois qu'on a établi ces théories, on les confronte avec la réalité pour voir si on ne s'est pas complètement trompé. Et ensuite, une fois qu'on est convaincu de ce qu'on a fait, on peut publier, c'est-à-dire à notre tour devenir des producteurs d'articles dans des journaux scientifiques, d'accord ? Donc de la même façon qu'on a lu des articles, on va en écrire pour informer nos collègues de ce qu'on a découvert, d'accord ? Et puis on peut déposer des brevets, on peut travailler avec des industriels, on peut former des jeunes doctorants, on peut enseigner, bien entendu, tout cela. Et surtout, on peut recommencer. Parce que la recherche, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui ne marche pas toujours du premier coup, et même c'est très très rare que ça marche du premier coup. Et donc en général, on se trompe, on apprend et on recommence. Voilà. Alors vous avez à côté une photo qui est la photo de mon équipe, qui s'appelle l'équipe Moïse, donc je vous ai dit. Alors Moïse, ça veut dire modélisation, observation et identification dans les sciences de l'environnement. Bon, en gros, on fait des modèles pour tout ce qui est océan, atmosphère, avalanche, les sciences de l'environnement en général. Et debout, là, à droite, vous avez mon chef d'équipe qui s'appelle Éric Blayot. Et donc, on est une trentaine de personnes à travailler dans cette équipe. Voilà. Alors, faire de la recherche, ce n'est pas faire du calcul. Un chercheur, il n'est pas forcément très bon en calcul mental, d'ailleurs. Vous savez, quand on se retrouve en réunion de famille et qu'on nous dit « Tiens, il faut faire les comptes de la famille pour Noël, est-ce que tu peux t'en occuper ?» En général, ce n'est pas forcément aux chercheurs et aux matheux en particulier qu'il faut poser cette question-là. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas non plus résoudre des exercices, parce que la différence entre la recherche et des exercices, enfin, il y en a beaucoup, mais les exercices que vous faites, vous, en général, la solution, elle est connue. Alors, soit vous la connaissez et vous êtes capable de résoudre l'exercice, c'est formidable. Mais soit quand vous ne la connaissez pas, vous avez quelqu'un qui peut vous aider à la résoudre. D'accord ? Vos enseignants sont là pour ça. En recherche, on se pose des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse au départ. Et ça peut être un peu troublant. Hein ? Et puis surtout, le travail de chercheur, comme l'illustre cette photo, ce n'est pas travailler tout seul dans son coin. L'image du chercheur qui s'enferme dans son bureau, qui travaille pendant des jours et qui ressort en disant « Eureka, j'ai trouvé », c'est quelque chose qui est complètement faux. Il faut vous imaginer qu'aujourd'hui, le travail de recherche, c'est vraiment un travail qui se fait en collaboration entre les gens de l'équipe ici, mais aussi avec des instituts différents, avec des gens qui ont des compétences différentes. Moi, je travaille beaucoup avec des physiciens, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la vie du métier de chercheur ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes surpris un peu par tout ça ? Est-ce qu'au contraire, ça vous paraît complètement naturel et on passe à la suite ? Oui ? Allez-y. Non mais non, c'est bon, j'aime pas. Non, j'aime pas. Moi je le dis. Je dis quoi ? Allô ? En fait, elle veut dire c'est tout ce qu'on fait en cours. Qu'est-ce qui est tout ce que vous faites en cours ? Bah ça là. Ça quoi ? Tout ça, les exercices, faire des calculs. Ah mais oui, absolument. Ouais, donc en gros, ça sert à rien ce qu'on fait en cours. Ah mais absolument, mais bien sûr que si, ça sert. Mais bien sûr que si, ça sert. Si tu sais pas résoudre des exercices, tu vas pas être capable de faire de la recherche de façon autonome. Déjà, la première chose, c'est d'être capable de comprendre la question qu'on te pose dans l'exercice. Première chose. Si tu as compris la question, la deuxième chose, c'est d'essayer d'être capable de trouver la réponse. Mais comme je te le disais tout à l'heure, dans le pire des cas, si tu n'es pas capable de trouver la réponse toute seule, ou en tout cas au début, quand tu apprends, parce que vous êtes là pour apprendre, c'est pour ça que ça s'appelle l'école, ou le collège, ou le lycée, tu vas voir des enseignants et tu vas leur dire, écoutez, je comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer, ça j'ai compris, ça j'ai pas compris, ou au contraire, hein, mais vous avez quelqu'un pour vous aider. Nous, on est dans une espèce de grande école où il n'y a pas d'enseignants. Alors en fait, les enseignants, c'est nous-mêmes, donc on va se poser les questions entre nous. D'ailleurs, peut-être que vous avez vécu cette expérience de ne pas aller voir votre prof, mais d'aller voir un autre copain qui, lui, avait déjà trouvé la solution de l'exercice et puis il va vous expliquer. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'image d'Épinal qui consiste à dire que le chercheur, il est tout seul dans son coin, qui fait ses calculs comme un savant fou avec un truc sur la tête, eh ben, elle est fausse.
Elle est fausse. Donc il faut savoir faire des calculs, évidemment, il faut savoir résoudre des exercices, évidemment. J'exagère un petit peu quand je dis que je ne sais pas faire de calcul mental, mais le métier de chercheur, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous explique en une diapo, et ça c'est une diapo qui est un peu compliquée, mais c'est juste pour vous dire un tout petit peu ce qu'on fait. Donc dans l'équipe, vous voyez, on fait ce qu'on appelle des systèmes de prévision en géophysique. Géophysique, ça veut dire la physique de la Terre, en fait. Donc océan, atmosphère, prévision météo, climat, tout ce genre de choses. Donc évidemment, on n'est pas capable de prévoir la météo qui va faire à Grenoble demain matin. Hein. Nous, on fait de la recherche en maths pour aider à ces choses-là. Pour vous donner une idée, les travaux qui ont été faits dans l'équipe il y a 15 ans, je dis bien il y a 15 ans, ils viennent l'an dernier d'être implémentés dans les modèles opérationnels de Météo France. Ça veut dire qu'entre le moment de la recherche dans les laboratoires, ce qu'on fait nous, et le moment où c'est utilisé pour le quotidien de tous, eh bien, il se passe un certain nombre d'années. D'accord ? Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas capable de vous dire quel temps il va faire demain. Mais on fait de l'analyse mathématique des équations, donc je lis un petit peu ce qu'on fait. On discrétise et on fait une analyse numérique du problème. Alors ça, j'expliquerai un peu ce que ça veut dire tout à l'heure. Ensuite, on assimile des données. Bah oui, quand on fait de la prévision météo, on peut utiliser par exemple les données satellites qui sont envoyées par la multitude de satellites qui tournent autour de la Terre et qui peuvent donner des informations sur la vitesse de transport des nuages, sur la température qui fait à tel ou tel endroit de la planète. Donc on peut utiliser ces données-là pour les mettre dans nos modèles. Ça s'appelle de l'assimilation de données. Et puis aussi, on fait de l'estimation d'incertitude. Ça, c'est très important. Parce que si je vous dis, ce soir, il va neiger, et il va tomber 20 cm, et si je vous dis que j'ai 9 chances sur 10 de me tromper, bah vous voyez que je n'ai pas donné la même information. D'accord ? Parce que si je dis qu'il va neiger 30 cm et que j'ai seulement une chance sur 100 de me tromper, là, vous allez me croire. Si je vous dis que j'ai 9 chances sur 10 de me tromper, il va dire, bon, bah, il raconte n'importe quoi et il ne va pas neiger ce soir. D'accord ? Donc, donner des incertitudes, c'est-à-dire être capable de donner des indices de confiance. Vous voyez, quand vous regardez la météo le soir, quand il donne la météo à long terme, il donne des indices de confiance en disant, bah là, on n'est pas trop sûr de nous, ou au contraire, on est très sûr de nous. Ça, c'est très important. Voilà ce qu'on fait dans l'équipe. Alors, je vais maintenant vous montrer un petit film qui dure 5 minutes et qui va vous parler du Gulf Stream et des autres grands courants marins. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce qu'est le Gulf Stream? Oui? Qui a levé la main là? Non, vous ne savez pas? Décidément, c'est toujours les mêmes. Ça vous dit rien? En fait, le Gulf Stream, c'est un courant qui amène de l'eau assez chaude, alors, on va dire chaude, de la côte est des États-Unis jusqu'à la côte ouest européenne. Donc, c'est quelque chose de très important parce que si le Gulf Stream n'existait pas aujourd'hui, il ferait entre moins 15 et moins 10 degrés en permanence sur la côte ouest européenne et la vie serait bien différente. Allez, je vous mets le film et puis on en reparle tout à l'heure. Sous la surface de nos océans, il existe un immense réseau de courants marins. Bien que leur cartographie soit extrêmement complexe, à grande échelle, des mouvements d'ensemble se dessinent nettement. Sorte de tapis roulant des mers, ils transportent des masses d'eau aux 4 coins de la planète. À leur origine se trouve un processus physique très simple qu'il est facile de comprendre grâce à une expérience réalisable par tous. En plastique ont été préalablement percées à 2 hauteurs distinctes, puis reliées l'une à l'autre avec des pailles en position horizontale. Avant de débuter l'expérience, les pailles sont pincées en leur milieu pour éviter les échanges prématurés entre les contenus. Dans un premier temps, chacune des 2 bouteilles est remplie d'eau colorée et la température des 2 liquides est identique. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va enlever les pinces, là, d'après vous? Ça va se mélanger. Vous êtes sûr? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, qui n'est pas d'accord? Levez la main. Qui pense que ça ne va pas se mélanger? Ok. Alors, pourquoi ça ne va pas se mélanger? L'eau va monter? Bah alors, non. L'eau ne va pas monter.
D'accord, les deux eaux vont se rentrer dedans, donc ça va bloquer. Ok. Il n'y a pas une eau qui est plus forte que l'autre, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus forts les uns que les autres. Hein. Donc non. Donc ça va se bloquer. Bon, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors ceux qui pensent que ça va bouger, pourquoi ça va bouger? Comment? Bah, il y a des gens qui ont dit ça va se mélanger. Il y en a une qui va aller dans l'autre. Et laquelle va aller dans l'autre? La verte va aller dans la rouge? Ouais, les deux en même temps. Donc il va rien se passer ou il va se passer quelque chose alors? Bon, alors je vous propose qu'on regarde la suite, ok? Pinces sont retirées, il ne se passe rien car les fluides sont en équilibre. Donc il se passe rien en fait. En revanche, si nous reproduisons l'expérience en chauffant préalablement l'un des deux liquides, ici le rouge, nous observons un mouvement. Alors, là, ce qui se passe, c'est qu'on a chauffé l'eau rouge. Et regardez ce L'eau qui se rouge passe. plus chaude passe dans la paille supérieure, tandis que l'eau verte plus froide passe dans la paille inférieure. Ce mouvement est provoqué par la différence de masse volumique des eaux contenues dans les deux bouteilles. L'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Vous voyez, il y a l'eau verte qui passe Si nous par le laissons bas et l'eau évoluer rouge le qui passe système par le haut. sans intervention extérieure, nous observons qu'un équilibre est atteint au bout de 10 minutes. L'eau chaude en haut, l'eau froide en bas, et bien sûr une zone de mélange entre les deux. Pour réaliser cette expérience chez vous, il vous faut 2 bouteilles, du sirop de grenadine et de menthe, 2 pailles, 2 pinces, un cutter, une cuillère pour doser le sirop, du mastic, une bouilloire et bien sûr de l'eau. Vous comprenez pourquoi on ne l'a pas faite en direct la Commencez manip, par hein? percer chacune des bouteilles à 2 hauteurs différentes. Ça, c'est pour Découpez impressionner les vos pailles à la parents. même longueur et insérez-les dans les bouteilles. Mettez du mastic autour des pailles pour assurer l'étanchéité du dispositif. Pincez les pailles fermement de manière à empêcher l'écoulement de l'eau lors du remplissage. Attention, il est important de doser précisément la quantité de sirop de menthe et de grenadine car le sirop influe lui aussi sur la masse volumique du liquide. Avec un excès de grenadine, l'eau rouge risque d'être plus lourde que l'eau verte malgré sa température plus élevée. Versez ensuite la menthe dans une bouteille et la grenadine dans l'autre. Pour l'expérience témoin, c'est tout simple. Versez la même quantité d'eau froide colorée dans chacune des bouteilles, puis retirez les pinces. Pour réaliser la seconde expérience, recommencez en versant cette fois de l'eau chauffée à l'aide de la bouilloire dans la bouteille contenant la grenadine, puis retirez les pinces. Bien entendu. Alors, est-ce que ça suscite des interrogations ou des questions, tout ça? Oui. Oui. Alors, le micro. C'est pour ça que quand on est dans la mer, quand c'est en surface, l'eau elle est plus chaude et quand on va au fond, elle est plus froide. Voilà, donc voilà une excellente intervention. Merci. C'est effectivement une très bonne raison. Il y en a d'autres? Alors, est-ce que avec autre chose que de l'eau, ça vous parle? Les choses qui sont chaudes, qui sont plus légères que des choses qui sont froides, par exemple? Oui? Oui, l'air? Alors, pourquoi? C'est quoi l'exemple auquel vous pensez? Quand il y a du feu? Oui? Alors, prenez un micro et expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là. Désolé, je vous fais faire un peu le... Dans les consignes d'incendie, ils disent de rester près du sol parce que l'air froid il est près du sol Oui. pour respirer. Oui, c'est juste. Oui, oui, tout à fait. L'air frais est plus près du sol. Est-ce que certains d'entre vous ont une maison avec une mezzanine, par exemple? Oui? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans la mezzanine? Voilà, il fait plus chaud. Pourquoi? Parce que l'air chaud monte. Hein? Alors on va expliquer ça tout à l'heure, mais c'est dû en fait à une différence, on appelle ça de densité ou de masse volumique. Alors je sais que vous ne connaissez pas encore bien ces notions-là, mais c'est pas grave. Mais simplement, ce qu'on dit, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid, et que l'eau chaude, elle est plus légère que l'eau froide. Et ça, ce phénomène-là, il est extrêmement important parce que c'est ça qui crée les grands courants marins. C'est peut-être, ça vous paraît peut-être incroyable, mais la raison pour laquelle il y a ces grands tapis roulants qui nous apportent de l'eau chaude depuis le continent américain vers le continent européen, le fameux Gulf Stream qui permet de se baigner en Bretagne et en Irlande,
eh bien, c'est uniquement dû à ce phénomène de thermique, donc la différence d'eau chaude et froide, et une différence de salinité. On va y revenir après parce qu'on fera une petite expérience ensemble. Donc je vous mets la fin du film et puis on en rediscute après. Dans les océans du globe, les phénomènes sont plus complexes que dans les 2 bouteilles de notre expérience. Cependant, le rôle essentiel de la masse volumique de l'eau comme moteur principal de la circulation océanique a bel et bien été mis en évidence dans des bacs de laboratoire par un océanographe suédois nommé Johan Wilhelm Sandström en 1908. Ici, nous mettons en valeur un des facteurs qui agit sur la masse volumique de l'eau, la température. Elle a une influence négative sur la masse volumique. Plus la température augmente, plus la masse volumique diminue. Mais dans les océans, la salinité joue également un rôle très important, et il est cette fois positif. Plus l'eau de mer est chargée en sel, plus elle est dense. On constate alors dans l'océan le même phénomène que dans nos 2 bouteilles. Certaines masses d'eau sont plus lourdes que d'autres, et les différences de masse volumique contribuent à leur mise en mouvement. Pour illustrer cela, essayons de suivre le parcours d'une bouteille jetée à la mer à l'ouest de l'Australie. Celle-ci va tout d'abord parcourir l'océan Indien, puis l'océan Atlantique du Sud, au nord, portée par les courants d'eau chaude en surface. Puis, à l'approche de l'Arctique, les eaux qui la portent vont se refroidir et se charger en sel. Elle va plonger au fond de l'océan Atlantique et le parcourir dans l'autre sens, du nord au sud, avant de rejoindre le courant circumpolaire qui la remontera peu à peu en surface. C'est presque En fini. 350 ans, la bouteille à la mer aura fait le tour du monde. Voilà. 350 ans pour faire le tour du monde avec une bouteille dans la mer, hein, quand même. Alors, je vous écoute. Ça veut dire quoi, dense? Dense, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce qui est plus lourd pour toi, d'ailleurs? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Qu'est-ce qui est plus lourd pour toi? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? C'est pareil. Maintenant, si je te dis, qu'est-ce qui est plus lourd, la plume ou le plomb? Voilà. Et bien, la différence entre mes 2 questions, c'est que dans un cas, on parle de la masse, et dans l'autre cas, on parle de la densité. La densité, c'est la masse à un volume donné, d'accord? Donc, si je prends cette bouteille d'eau là, on va imaginer, on va dire qu'il y a 1 litre d'eau dedans, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est pas grave. Combien ça pèse 1 litre d'eau? Ça pèse 1 kilo. Alors maintenant, je vais faire un truc. Je vais rajouter du sel dedans. Je vais rajouter 100 grammes de sel. Combien ça va peser d'après vous? Pardon? J'ai pas entendu. 1 kg et 100 grammes. Voilà, ça va peser 1 kg et 100 grammes. Hein. Si je mets un truc d'1 kg plus un truc de 100 grammes dans une balance, il y a peu de chances qu'il y ait des trucs qui s'envolent, donc ça va peser 1 kg et 100 grammes. Donc ici, j'ai 1 kg et 100 grammes, et j'avais relevé le niveau de l'eau au départ, et maintenant je vais mélanger. Donc vous voyez qu'au départ, j'ai mon sel qui est effectivement encore sous forme de cristaux de sel, hein, dans l'eau, mais plus je mélange, plus le sel se mélange, se fond dans l'eau, et à la fin, alors il en reste encore un tout petit peu, mais je peux vous dire qu'on a exactement le même niveau d'eau qu'au départ, et pourtant ça fait 100 grammes de plus. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh ben, c'est la densité. Donc ça répond à ton excellente question. D'accord? Donc c'est très important de comprendre que ici on parle des densités des masses d'eau. C'est-à-dire que une eau qui est plus dense, eh ben, elle va couler plus facilement. D'accord? Vous savez qu'on dit aussi, pour les gens qui font de la plongée, que la masse musculaire, c'est plus lourd, c'est plus dense, pardon, c'est plus dense que la masse grasse. Et donc c'est pour ça que les gens qui sont très, très, très maigres et très musclés, en particulier très musclés, et pas gras du tout, ils n'ont pas besoin de se plomber beaucoup pour descendre en plongée, parce qu'ils sont très denses. Alors que des gens qui sont en surpoids et qui ont beaucoup de gras, eh ben, eux, ils vont flotter plus facilement, donc ils ont besoin de beaucoup de ceintures de plomb, alors qu'a priori, ils sont plus lourds. Vous voyez? Donc ce qui est très important, c'est la densité et pas la masse. Oui, question? Mais genre, si on met, si on met 3 kilos de sel dans 1 litre d'eau, ça va faire 4 kilos, mais il y aura toujours autant d'eau? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, en fait, on atteint au bout d'un moment un niveau de saturation. C'est-à-dire que l'eau, elle a une capacité à emmagasiner du sel jusqu'à un certain point. Imagine, on va prendre un autre exemple.
Imagine ton seau de sable bien sec que tu as ramassé sur la plage l'été dernier, que tu as bien laissé sécher sur ton radiateur, d'accord? Ce seau, on va dire qu'il pèse 5 kg. Si tu lui rajoutes de l'eau dedans, tu sais que l'eau, elle va aller s'infiltrer entre les particules de sable. Tu vois bien ce que je veux dire. Donc ça ne va pas augmenter le niveau du seau d'eau, du seau de sable. Par contre, il va devenir de plus en plus lourd parce que tu vas rajouter de l'eau au fur et à mesure. Donc tu vas avoir du sable mouillé. Le sable mouillé, c'est bien connu, il est beaucoup plus lourd que le sable sec. Mais au bout d'un moment, si tu continues à verser de l'eau dans ton seau, le sable va être saturé et l'eau va déborder de ton seau. Et bien c'est exactement la même chose pour le sel dans cette bouteille d'eau. Si je continuais à rajouter du sel et à en rajouter encore et encore, au bout d'un moment, le sel il resterait sous la forme de cristaux de sel, il ne pourrait plus se fondre dans l'eau. On dit que l'eau elle est saturée en sel dans ces cas. D'accord ? Là on est plus en train de faire de la physique ou de la chimie, et vous allez voir qu'après on va faire des maths. Et moi, je voulais vous parler de tout ça parce que je pense que c'est très important que vous compreniez le caractère interdisciplinaire de nos disciplines, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qui font de la physique, avec des gens qui font de la chimie, avec des gens qui font de la biologie. Et nous, les matheux, on est au service de ces communautés-là pour essayer d'apporter des modèles. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non? Alors maintenant, je vais vous parler de maths. Donc, je vous promets qu'il y aura une diapo qui va être horrible où personne ne va rien comprendre, mais c'est juste pour rigoler. Et le reste, ce ne sera pas trop pénible. Donc, comme je vous ai dit, nous, ce qu'on fait, c'est de la modélisation. Modéliser, ça veut dire essayer de comprendre ce qui vient de se passer là. Le fait que l'eau chaude soit plus légère que l'eau froide, que ça circule dans la paille du haut pour l'eau rouge, dans la paille du bas pour l'eau verte, que en fait, l'eau verte et l'eau rouge, elles n'ont pas la même force. La remarque que faisait votre camarade tout à l'heure, si elles se tapent l'une dans l'autre, en fait, il y en a une qui est plus dense, c'est l'eau verte, et donc elle va pousser l'eau rouge. Voilà, ce genre de choses, on va essayer de le modéliser mathématiquement. Alors ça vous paraît peut-être incroyable, mais grâce à des dizaines et des centaines d'années de travaux de chercheurs depuis des générations, on arrive à mettre tout ça en équation. Alors ça se fait grâce à ce qu'on appelle des équations aux dérivées partielles. Alors, je vous présente juste les inconnus du modèle. Dans l'océan, les inconnues, elles dépendent du temps. Ce serait bien d'arrêter de bavarder, s'il vous plaît. Les inconnues, elles dépendent du temps, mais aussi de l'espace. D'accord ? Ça veut dire que la température qui fait sur la plage de Montpellier, du Gros-du-Roi, évidemment, c'est pas la même que la température qui fait sur les plages d'Irlande, mais ça dépend aussi de la saison. Ça dépend du temps. D'accord ? Donc, la variable temporelle, T, le temps, et les variables spatiales, X, Y, Z, pour les 3 dimensions de l'espace, sont très importantes. D'accord ? Et donc, les inconnus du modèle, c'est quoi ? La vitesse des courants, ok ? La vitesse à laquelle l'eau se déplace, vous avez vu ces courants. La pression qui s'exerce entre les deux fluides. Vous avez parlé tout à l'heure de la pression, sans le vouloir, en fait, en disant qu'il y avait une eau qui était plus forte ou moins forte que l'autre. La température, bien entendu, on a vu son importance, et la salinité. Et les équations de circulation générale, c'est ce qu'on appelle des équations aux dérivées partielles, qui sont obtenues à partir des équations de Navier-Stokes. Alors tout ça, ça ne vous intéresse pas beaucoup, je vois que ça en fait bâiller certains même. Mais en gros, c'est pour vous dire que c'est des équations qui sont pour nous notre jouet, notre truc de tous les jours, et que c'est quand même très important. Et voilà ce que ça donne, regardez comme c'est horrible. Donc là, vous avez les équations qui décrivent la circulation océanique. Et je vous assure que ce n'est pas des bobards. Hein. Donc, vous voyez, T, c'est la température. Le grand T qui est là, c'est la température. S, c'est la salinité. U, c'est la vitesse. S, c'est encore la salinité. Ça, c'est les forces. Rho, c'est la densité. G, ah tiens, vous savez peut-être ce que c'est que G, le petit G qui est là. Comment ? Eh ben non, c'est pas grave. C'est la constante de gravitation universelle. Alors peut-être que vous êtes encore trop jeune pour savoir ça, mais vous savez, c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus lourd sur Terre que sur la Lune. Vous avez déjà lu Tintin ? Vous avez vu que quand on est sur la Lune, on peut sauter des distances complètement incroyables. Ça, c'est juste que la masse de la Lune est beaucoup plus faible que celle de la Terre, donc l'attraction terrestre sur Terre, elle est très importante, mais sur la Lune, l'attraction lunaire, elle est beaucoup moins importante. Donc le coefficient G qui est là, sur la Lune, il est plus faible. Ça, c'est un truc qu'on prend en compte dans les modèles océaniques aussi. Bon, c'était juste pour vous montrer la diapo, ça n'a évidemment aucun intérêt. C'est juste pour vous dire que nous, les mathématiciens, on manipule ces objets-là un peu tous les jours et que on est assez habitué à ça, en fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a construit des modèles,
Une fois qu'on a construit des modèles, il y a une question. Avant, je n'ai pas compris si ça veut dire salinité ou un truc comme ça. La salinité, ah oui, pardon, j'ai pas précisé ce que c'était. La salinité, c'est la concentration en sel, en fait, dans l'eau. D'accord? Au départ, la salinité dans cette bouteille d'eau, elle était de 0. Et là, elle est de combien? Non. Non. Presque. Elle est 10%, c'est si tu considères. Allez, on va dire que c'est 10%, sinon ça va être trop compliqué. Mais 10%, c'est une très bonne approximation. Parce qu'il y avait 1 kg d'eau au début et 100 grammes de sel. Donc ça fait 1/10, hein, effectivement. D'accord? Donc la salinité, c'est ça, c'est la concentration en sel. Ça va? C'est clair? Alors, une fois qu'on a construit le modèle avec des équations vachement barbares qu'on a vues tout à l'heure, je finis ma phrase et je vous donne la parole, on va faire ce qu'on appelle une résolution numérique du système. Oui, une autre question. Mais l'eau, elle devient saturée à partir de combien de pourcents en sel? Alors, je ne sais pas répondre à cette question précisément. Et 2, ça dépend de la température de l'eau, par exemple. Une eau froide, elle va pouvoir moins facilement ingérer du sel que de l'eau chaude. Ça dépend de la pression extérieure, ça dépend d'énormément de choses. Et j'ai un peu honte parce que j'aurais dû préparer ça, mais normalement, je devrais être capable de donner une réponse approximative, mais j'avoue que je ne sais pas. Là, j'aurais envie de dire autour de 300 grammes de sel par kilo de flotte. Donc à peu près 3 fois plus que ce que je viens de mettre. Mais j'ai pas de réponse certaine là-dessus. Si tu veux, on pourra regarder tout à l'heure, on pourra répondre à cette question. Mais en tout cas, même si on est capable de donner une réponse approximative, ça dépend quand même de la température, de la pression et de tout un tas de paramètres. Ça dépend si l'eau est bien propre aussi, par exemple. Si c'est de l'eau pure ou qu'il y a déjà des saloperies à l'intérieur. Si elle est déjà saturée en quelque chose, tu vois. Bon, alors, je reviens à ma discrétisation. Vous voyez ça ? Le dessin qui est là, c'est un truc qui a été produit par l'IPSL, un institut parisien avec Météo France, qui est une espèce de carte de la planète coupée en tout un tas de petits morceaux. Pourquoi? Parce que quand on fait des simulations numériques, quand on fait des modèles d'océans à grande échelle ou d'atmosphère à grande échelle, et on veut donner ça à résoudre à un ordinateur. Et un ordinateur, il ne connaît pas la notion d'infini comme nous on la connaît. L'ordinateur, il est capable de manipuler des chiffres. Aussi grands qu'on veut, il peut en manipuler énormément, mais il est limité. D'accord? Donc, on peut lui donner des systèmes d'équations, de 100 000 équations à résoudre, l'ordinateur. Il va toujours être capable de le faire. Mais le système qui est là, c'est un système qu'on appelle de dimension infinie. Donc, un ordinateur ne sera jamais capable de résoudre dans l'état actuel des recherches, même si on multiplie la capacité des ordinateurs par 100 ou 1000. On aura toujours besoin de faire ce qu'on appelle une approximation de la Terre. C'est comme une image. Quand vous voyez une image à la télévision, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de continu. Vous avez l'impression de voir, tout à l'heure, le globe terrestre, une bouteille d'eau, etc. En fait, vous voyez des pixels, vous voyez des petits points. Mais il y en a tellement de ces points que vous ne voyez plus la distinction entre les points. Et pourtant, il y a un certain nombre de points. Il n'y a pas une infinité de points dans votre image. Eh bien ça, cette notion d'infini et de nombre fini, c'est ce qui permet de faire passer du modèle mathématique au modèle informatique avec des algorithmes. Et derrière, en ayant coupé la Terre en tout un tas de petits morceaux, on va être capable de résoudre, morceau par morceau, de dire quelle est la température, la salinité, la vitesse des courants à tel et tel endroit du globe. Ça va? Alors par exemple, pour vous donner, juste, je viens vers vous après, pour vous donner l'importance du pas du maillage. Ça, c'est le relief des Alpes vu avec différentes lunettes. Si vous avez une mauvaise image avec très peu de pixels, vous allez voir l'image de gauche. C'est-à-dire, c'est à peu près le relief des Alpes, mais vous n'allez pas voir les détails. Vous voyez? Alors qu'ici, sur l'image de droite, vous voyez les petits creux, les petites bosses, etc., qui existent effectivement quand vous voyez le relief vu du ciel. Et bien là, vous les voyez beaucoup mieux sur le relief de droite. Donc vous comprenez que la précision de la carte de droite est beaucoup plus fine que la précision de la carte de gauche. Et donc si vous faites des simulations numériques, d'une simulation météo par exemple sur les Alpes, il vaut mieux utiliser le modèle de droite que le modèle de gauche. Mais par contre, évidemment, comme là il y a beaucoup plus de points, de pixels dans ma grille,
bah, ça va coûter vachement plus cher à l'ordinateur de calculer, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Donc il faut avoir des ordinateurs performants. D'accord? Donc ça c'est très important, hein, la discrétisation. Et puis, une fois qu'on a écrit notre modèle, et puis qu'ensuite on l'a passé à un ordinateur, bah on regarde si ce qu'on obtient, c'est cohérent avec ce qu'on pense. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bah voilà, ça c'est une expérience numérique. C'est-à-dire que ça c'est moi qui ai programmé ça sur mon ordinateur avec les équations que je vous ai montrées tout à l'heure. Et j'ai programmé exactement le problème des bouteilles de tout à l'heure. Et donc vous voyez que, alors il ne se passe pas exactement la même chose, parce que évidemment mon modèle il est imparfait. Il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, les irrégularités sur la bouteille. Par exemple, le fait que la pince... Ici, moi, j'ai des pinces parfaites qui lâchent tout au même moment, pile poil au milieu, etc. Et qui sont d'épaisseur nulle, etc. Enfin, vous voyez tout le genre de problème qu'on peut avoir. Bon, c'est fait avec de l'eau parfaitement pure, avec des mélanges qui sont parfaits. Donc, vous voyez que l'interface entre les deux, la grenadine et la menthe... Alors, j'aurais dû faire le bleu en vert, excusez-moi, je me suis trompé de couleur. Mais vous voyez que, bon, ça c'est une expérience un peu parfaite de ce qu'on a vu tout à l'heure. N'empêche, vous avez tous reconnu l'expérience. Oui ou non? Ah, merci, c'est sympa. Bon, et donc, vous voyez, finalement, on a une expérience au départ, on a quelque chose de physique, de réel, que vous connaissez, qu'on va mettre en équation, qu'ensuite on va donner à un ordinateur, en lui expliquant bien gentiment comment résoudre l'algorithme, et au final, on va récupérer quelque chose qui va reproduire le truc du départ. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a fait? Ça sert à quoi, puisqu'on sait que les bouteilles, il va se passer quelque chose? Ben en fait, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on vient de valider notre modèle. C'est-à-dire que je viens de faire quelque chose qui permet de dire, ben, les équations qu'on a produites, elles ne sont pas débiles, elles décrivent effectivement la réalité physique. Et du coup, à partir de là, je vais pouvoir faire des choses que je ne pourrais pas faire dans la vraie vie. Par exemple, j'ai oublié de le faire, mais j'ai regretté tout à l'heure dans le train en venant, mais j'aurais pu vous faire la même simulation dans des bouteilles triangulaires ou dans des bouteilles qui font 10 mètres de haut, des choses comme ça. Ça, avec l'ordinateur, je peux le faire sans problème. C'est juste mon imagination qui est une limite. Mais je peux imaginer des situations et les faire faire à l'ordinateur qu'on n'aurait pas pu faire en réalité. Et il y a une expérience qu'effectivement, on ne peut pas faire en réalité, en tout cas pas vous et moi, et qu'on peut faire grâce à un ordinateur, c'est mettre cette bouteille autour du monde. Et donc vous voyez, on lâche une bouteille. Alors, la couleur, c'est la profondeur de la bouteille dans l'océan. Donc là, vous voyez que la bouteille, elle est à peu près en surface. Et vous allez voir qu'en arrivant au pôle Nord, elle va plonger, parce que les eaux sont froides. Donc la bouteille plonge, et elle se retrouve dans les profondeurs. Donc là, le jaune, c'est à peu près 1000 mètres d'altitude vers le bas. Hein. Donc elle est à peu près 1000 mètres sous le niveau de la mer. Et elle repasse dans les mêmes endroits. Là, on est à 2000 mètres carrément. Et elle repasse au même endroit, mais 2000 mètres plus profond. Et elle retourne dans le Pacifique par la suite. Là, pour l'instant, elle est dans l'Atlantique Sud. Hop, le circumpolaire, le courant circumpolaire. Et là, elle remonte. Elle remonte et elle va se retrouver dans un autre endroit de la planète, etc. Et on peut continuer comme ça pendant des années. Et donc, cette simulation numérique, évidemment, elle n'est pas faite... C'est pas la réalité, ça. Ça, c'est une expérience qu'on a faite avec notre ordinateur. Et vous voyez peut-être pas bien, là, mais les années qui défilent ici, ça va de 5 en 5, mais c'est des années. Et à la fin, on a fait 550 ans. La bouteille, elle a mis 550 ans à faire, allez, à peu près 1 fois et demie le tour de la planète. Non, on n'a pas fait l'expérience avec la bouteille, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, on a construit un modèle qu'on a validé sur des choses qu'on peut vérifier, par exemple l'expérience des 2 bouteilles qu'on a vues tout à l'heure, et une fois qu'on est sûr que notre modèle il dit vraiment la réalité, ou à peu près la réalité, eh ben on l'utilise pour faire des prévisions. Et c'est ce qu'on fait en météo aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, en météo, on a des modèles qui sont vachement compliqués, qu'on a validés sur des expériences réelles, on a mesuré des densités de neige, des densités de pluie, des machins, des trucs. On a dit effectivement les modèles maintenant, ils sont capables de reproduire la réalité, donc on va les utiliser pour prédire l'avenir, entre guillemets. C'est là que les maths et les sciences sont vachement importantes. C'est pas seulement pour reproduire des choses qu'on connaît déjà, c'est surtout pour connaître ce qui va se passer plus tard. Ok ?
Bon, et puis je voudrais terminer par quelques autres exemples d'applications. Donc n'hésitez pas à poser des questions si, si vous en avez. Donc encore un truc sur l'océan. Alors ça, c'est une des grandes fiertés de notre équipe. Il y a 2 ans maintenant, on a un collègue qui a fait la couverture de Nature. Donc Nature, c'est le plus connu des journaux scientifiques. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Il y a des émissions de radio le samedi matin sur France Inter, par exemple, Jean-Claude Amezen qui doit citer Nature plusieurs fois par émission. Bref, c'est un journal, si vous voulez, extrêmement connu. C'est un peu notre Facebook à nous, quoi. Et ben, on a quelqu'un qui a fait la une de Nature en faisant une simulation de l'océan à grande échelle, vous voyez, avec des courants qui vont de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Europe, sur quelque chose qui est complètement produit par un ordinateur. J'anticipe ton éventuelle question, mais là, il n'y a absolument pas de mesure, etc. C'est tout ça, c'est fait par le génie d'un ordinateur, entre guillemets, et des types qui ont programmé ça. Pardon ? Ils l'ont programmé avec les mêmes équations que tout à l'heure. Ouais. Avec des petites variantes, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Un autre exemple. Alors ça, c'est l'ouragan Katrina. Vous en avez entendu parler. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est ce fameux ouragan qui a dévasté une partie de pas de la Floride, de la Nouvelle-Orléans. Merci. En fait, dans cette simulation que vous allez voir, on va mettre en évidence quelque chose qui est extrêmement important et qui est bien compris par les physiciens, mais qu'on n'avait jamais réussi à simuler correctement grâce aux techniques de couplage mathématique. Pardon. C'est le lien qu'il y a entre l'océan et l'atmosphère. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'ouragan près des pôles ? Près des pôles, là où il fait très froid. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'ouragan près des pôles ? Ouais ? Oui, parce que l'eau est glacée, mais qu'est-ce que ça fait que le fait que l'eau soit glacée, ça fait quoi pour les ouragans ? Cri. Il n'y a pas de courant ? Si, il peut y avoir des courants, même avec des eaux froides. Alors quand elle est complètement glacée, évidemment, il n'y a pas de courant. Encore que la banquise bouge, mais... Non, en fait, ce qui est très important, c'est que vous avez compris que la chaleur monte. Et en fait, quand vous avez un ouragan qui passe sur une mer qui est chaude, il va pomper de l'énergie dans cette mer chaude. Donc il va y avoir un transfert d'énergie entre la mer et l'atmosphère. A l'inverse, si vous avez une mer qui est très froide, et qui est plus froide que l'atmosphère, eh ben la mer, elle va pomper de la chaleur du haut vers le bas, de l'atmosphère vers la mer, et du coup, ça va rectifier le problème de l'ouragan. Autrement dit, le fait que les ouragans se développent sur les mers chaudes, c'est dû au fait simplement que les océans transmettent de l'énergie vers l'atmosphère. Et là, vous allez voir donc une simulation qui est très intéressante. Donc en haut, vous ne regardez pas les parties droites. Attendez, je vais recommencer. C'est pas la peine de regarder la droite du schéma. Ce que vous pouvez regarder, c'est les 2 trucs qui sont à gauche. Donc en haut, vous avez la vitesse des vents. Vous avez l'habitude de voir ça, hein, vous voyez bien le cyclone. Et en bas, vous voyez la température de l'océan. Et en fait, ce qui est super intéressant dans cette simulation, c'est qu'on voit que sur la trajectoire de l'ouragan, vous voyez que la mer se refroidit. Est-ce que vous voyez cette trace bleue là, qui se propage le long du truc ? Eh bien, cette trace bleue, elle traduit simplement le fait que l'océan passe de l'énergie à l'atmosphère, et donc l'océan se refroidit localement puisqu'elle a passé son énergie là-haut. Donc en gros, l'ouragan, quand il passe sur une mer chaude, il refroidit la mer et il s'intensifie. Donc une bonne façon d'empêcher les océans de se transporter, ce serait de refroidir la température de la mer. Mais ça, comme vous vous en doutez, c'est pas très facile. Oui ? Non, il fait pas du tout très froid, non. La température de l'eau a refroidi de quelques degrés. Mais c'est pas du tout glacial. Hein. Elle est passée peut-être de 25 à 24 degrés, tu vois. Mais juste 1 degré d'écart dans cet océan aussi immense, ça représente des quantités d'énergie phénoménales. Ah non, sur la Terre, ça change rien. Tu as juste une sensation de froid parce qu'il y a du vent, mais la température ne change pas énormément. Bon, j'en arrive à la fin. Je vous montre les
les deux dernières choses. Alors ça, c'est un truc qu'on a fait avec des collègues à Los Angeles. Donc c'est une dispersion de polluants. Vous voyez, le petit trait noir là à côté d'Hyperion, c'est une espèce de tunnel dans lequel on balance des déchets. Et on se dit, on les balance dans la mer à une certaine profondeur. Donc vous voyez que le bleu ici, ça veut dire moins 40 mètres. Et on espère qu'en les mettant à cette distance de la plage et à 40 mètres de profondeur, on va pouvoir s'en débarrasser. S'en débarrasser, au passage, ça veut dire les envoyer chez les autres. Hein. Mais en fait, c'est pas forcément un bon calcul, parce que vous voyez que, in fine, vous avez plein de particules rouges qui viennent se mettre ici dans cette magnifique baie qui est à côté de Los Angeles, et en plus à 0 mètre d'altitude. C'est-à-dire que tout ce qu'on a balancé à 40 mètres de profondeur au large, à une certaine distance, eh ben ça revient en surface sur les plages. Donc c'était vraiment pas une bonne idée. Vous l'avez vraiment fait ça? Ça, c'est une simulation numérique. Ouais, c'est une simulation numérique avec un ordinateur. Ah non, on n'a pas fait l'expérience, parce que justement, là, ce truc-là servait à dire aux collègues de Los Angeles, surtout ne faites pas ça. Et ils l'ont pas fait. Grâce à nous, grâce à l'ensemble des collègues qui ont travaillé là-dessus, oui. Je ne suis pas le seul. Hein. Allez, un dernier petit truc. Regardez, ça c'est votre piscine à gauche. Elle est un peu bizarre, mais... Hein, donc j'appelle ça un lac, et j'imagine que ce lac, il est pollué. Il y a une nappe d'hydrocarbures qui s'est mise dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que par le haut, je vais pomper de l'eau, d'accord, qui est sale, qui est polluée, et puis je vais l'envoyer dans un bioréacteur, un machin qui va nettoyer l'eau en fait, avec des petites des bactéries qui vont se nourrir du polluant et qui vont en fait diminuer le polluant. Ensuite, on fait décanter ça, et on réinjecte l'eau propre dans le lac, d'accord. Et on fait ça comme ça en circuit fermé. Ça permet notamment de ne pas être obligé de vider le lac. Pour votre piscine, c'est comme ça que ça marche. Hein. On pompe d'un côté, il y a des espèces de filtres, et puis on réinjecte l'eau propre un peu plus loin. Enfin, votre piscine municipale, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir une piscine chez vous. Hein. Alors voilà ce qui se passe dans la piscine, vous voyez. On injecte, le rouge, c'est ce qui est sale. Et donc vous voyez qu'on injecte de l'eau propre par la droite, et on la pompe par la gauche. Alors, est-ce que ça vous donne envie d'aller vous baigner dans cette piscine? Ouais, au milieu, c'est bien, ouais. Au milieu, c'est bien, mais sur les côtés, c'est pas terrible. Alors, est-ce que vous avez des idées pour améliorer un peu le processus? Filtrer, mais on filtre déjà, là. Alors, la jeune fille, je vous promets, on s'est pas vu avant, elle m'a dit on pourrait mettre plusieurs pompes. Regardez. Là, on a mis 3 pompes, vous voyez? C'est quand même vachement mieux, déjà. Alors, évidemment, on pourrait en mettre 5 ou 6, et puis ça irait beaucoup mieux au final. Mais effectivement, voilà, une solution, c'est de rajouter des pompes. Une autre solution, si on a les moyens de le faire, c'est de faire bouger la pompe sur le bord. Comme ça, elle se promène, elle va nettoyer un peu partout. Mais ça, c'est pas forcément facile à mettre en place. Voilà. Et puis, allez, une dernière image pour faire grenoblois. Une simulation d'avalanche qui a été faite il y a quelques années dans le laboratoire. Donc ça, c'est aussi fait par ordinateur. Et ça représente une vague d'avalanche qui a été utilisée pour calculer la taille des paravalanches dans la vallée de la Maurienne. Donc, en fait, ce que vous voyez, la couleur, c'est la densité de la neige. Donc, rouge, ça veut dire que c'est très dense, et bleu, ça veut dire que c'est de l'air. Et entre les deux, c'est le nuage de poudreuse, en fait. J'ai pas entendu. Pourquoi l'autre, elle? Bon, j'ai pas compris, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais il faut essayer de vous exprimer clairement, parce que moi je fais des efforts, hein, mais je suis pas forcément capable de tout comprendre. Hein. Oui? C'est quoi le truc qui se balade en haut? Enfin... Là, qui est séparé du reste, ouais. C'est un nuage de poudre en fait qui va retomber, quoi. D'accord. Là, c'est juste un instantané. Hein. Après, si on continue, tout ça, ça retombe et ça se stabilise. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous recommander une chose, vraiment, c'est de foncer sur le blog Maths pour la planète 2013. C'est quelque chose qui est fait pour vous, pour vos parents, pour vos profs, pour vos grands frères, vos grandes sœurs. Alors vos petits frères, vos petites sœurs, peut-être pas, parce qu'il faut quand même au moins être au collège pour savoir un peu comment ça marche tout ça. Mais ce site, il est fait pour vous expliquer un petit peu comment les mathématiques peuvent être utiles à la planète Terre. Vous savez que c'est le thème qui est abordé
cette année dans la semaine des maths. Et voilà, vous avez par exemple, j'ai mis exprès la brève d'il y a quelques jours qui disait « Pourquoi est-ce qu'on grelotte alors que la planète se réchauffe ?» Et bien ça, si vous lisez ce texte, vous comprendrez pourquoi. On peut effectivement avoir très froid un 18 mars, alors que globalement, la planète est malheureusement en train de se réchauffer. Voilà, je vous remercie. Alors, vous restez assis encore un petit moment. Pour compléter ce que vient de dire Monsieur Rousseau, si vous allez sur ce site-là, il y a un article par jour pendant toute l'année. Donc, chaque jour, il y a un thème nouveau qui est traité et qui essaye de faire le lien avec les mathématiques qu'il y a derrière. Alors, c'est plus ou moins adapté à des collégiens ou des lycéens selon les jours, mais il y a une liste d'articles. Alors, ça n'est pas terminé, on a prévu encore un temps de questions. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser à Monsieur Rousseau. Ce sont des équipes de chercheurs qui se relaient, équipes de chercheurs de toute la France, j'imagine. Ce site-là, c'est ça? Oui, pour le site. Donc le site, il est animé par 6 personnes, dont votre serviteur. Moi, je suis le webmaster du site, en fait. Et on est 6 à avoir monté un petit comité éditorial pour ensuite inviter n'importe qui, de gens qui utilisent des maths, donc que ce soit des chercheurs en mathématiques, mais aussi des profs, des économistes, des physiciens, etc., à publier sur ce site. Et donc effectivement, c'est des gens d'un peu partout, des chercheurs en général, mais pas forcément des mathématiciens qui écrivent sur ce site. On a un compte Twitter, un compte Facebook et tout, c'est vachement moderne. Alors, encore une question. Mais si, comme vous avez dit, il y a une saturation de l'eau avec le sel, Oui. Est-ce que ça va être saturé que pour le sel ou pour tout? Si on rajoute du sirop, ça va faire des bulles ou... Alors là, il faudrait que tu poses la question à quelqu'un qui s'y connaîtrait mieux que moi. Je pense que si ton eau elle est saturée en sel, elle va être saturée pour d'autres types de cristaux. Je sais pas si tu penses à du plomb ou à des choses ou de la poudre, tu vois, du soufre, etc., qui vont pas pouvoir se mélanger beaucoup plus. Par contre, du sirop, j'en sais rien en fait. Peut-être que tu peux quand même rajouter du sirop même si tu es déjà saturé en sel. J'en sais rien en fait. Il faudrait poser la question à des physiciens, des chimistes, je sais pas. En même temps, ce qu'il y a derrière, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une réponse là. Ah bah voilà. Un liquide est saturé en une espèce et Ouais. on peut saturer en sel et on peut rajouter du sucre. D'accord. On peut rajouter Ah ce bah qu'on voilà, veut tu vois, dedans. j'ai dit une connerie. Voilà. Donc en général, un liquide est saturé juste pour une seule espèce. Voilà. Donc tu peux mettre autant de sel que tu veux. Après, bon, a priori c'est indépendant. J'imagine qu'il y a quand même des effets de... Voilà, en fait, ce qui est intéressant dans l'exposé que nous a fait M. Rousseau, c'est que vous ayez vu un petit peu la place des mathématiques dans tous ces phénomènes, que ce soit avec les grosses équations dont on a parlé, et que ce soit surtout donc avec toutes ces simulations sur ordinateur pour essayer de prévoir les phénomènes sans faire les expériences. Alors lui, il a encore une question. Il a bien réfléchi ? Ça gagne bien chercheur ou pas? Comment? Ça gagne bien chercheur ou pas? Ça c'est une bonne question. Joker, je ne peux pas répondre à cette question, mais ça gagne suffisamment bien sa vie pour pouvoir bien profiter de son temps, et ça a suffisamment de temps pour pouvoir profiter de son argent. C'est une réponse un peu langue de bois, mais en tout cas c'est un très très beau métier. C'est toujours c'est assez bien payé pour pouvoir vivre, et par rapport au nombre d'années d'études qu'on fait, c'est pas forcément très bien payé, typiquement par rapport à d'autres métiers. Mais franchement, moi je vous conseille de vous orienter vers ces métiers-là, parce que c'est des métiers où on est libre. Et des métiers où on est libre aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Oui. Il faut combien d'années d'expérience pour faire ça? Donc il faut un doctorat, il faut avoir fait 8 ans d'études après le bac. Voilà.
Mais en fait, vous savez, quand on est en doctorat, on gagne déjà un peu d'argent. Hein. Dès la sortie de la maîtrise, du master, Écoute la réponse à on ta est, question. on est déjà, en fait, les doctorants dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des gens qui sont à la fois étudiants et salariés, c'est-à-dire qu'ils perçoivent quand même un salaire tous les mois pour faire leur thèse. Parce qu'on ne peut pas être jusqu'à 25 ans sans gagner un peu d'argent, sinon c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, s'il n'y a plus de questions, il ne nous reste plus qu'à remercier Monsieur Rousseau. Merci à vous.